vais vous faire une lecture analytique de Roméo et Juliette de Shakespeare. C'est-à-dire que je vais lire la pièce en entier et en même temps, je vais l'expliquer, soit lorsqu'il y a un passage vraiment significatif, je vais m'arrêter de lire pour expliquer, soit à la fin de chaque scène. Alors, le prologue. Le cœur. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Donc là, déjà, vous entendez l'allitération en S. Le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Donc l'allitération en S, ça évoque toujours la souffrance. Ici, c'est la souffrance à venir. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux. Là, vous entendez une allitération en R. Cette allitération en R, elle évoque la difficulté, donc la difficulté qu'auront Roméo et Juliette à être ensemble. Dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents, les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que peut seul apaiser la mort de leurs enfants, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Donc le chœur, dans le théâtre antique, est un groupe de personnes qui commentent l'action, mais Shakespeare choisit d'en faire un personnage unique. Le prologue pose le cadre spatial de l'action, Vérone, et présente la rivalité entre les deux familles, Capulet et Montaigu. Alors souvent dans les versions françaises, c'est écrit Montague, mais dans la version originale de Shakespeare, c'est Montaigu, qui sera au centre de l'intrigue. Le champ lexical de la fatalité est très présent, comme dans une tragédie antique, donc des entrailles prédestinées, a pris naissance sous des étoiles contraires, fatal amour. Il est associé au champ lexical de la violence, rixe, sang, ruine néfaste et lamentable, ensevelir, tombe, animosité, terrible péripétie, rage obstinée, mort. La fonction de ce prologue est donc de préparer le spectateur à la tragédie qu'il va voir en annonçant les thèmes principaux, l'amour et la haine ancestrale entre les deux familles. Maintenant, on va voir en quoi la première scène, donc acte 1, scène 1, est la répétition générale d'une tragédie. Vérone, une place publique. Entre Samson et Grégoire, armés d'épées et de boucliers. Samson. Grégoire, sur ma parole, nous ne supporterons pas leur brocart. Grégoire. Non, nous ne sommes pas gens à porter le brocart. Samson. Je veux dire que si nous mettent en colère, nous allongeons le couteau. Grégoire. Oui, mais prends garde qu'on ne t'allonge le cou tôt ou tard. Donc on voit qu'ils font preuve de beaucoup d'humour. De toute façon, il y a toujours de l'humour dans les pièces de Shakespeare. Samson. Je frappe vite quand on m'émeut. Donc quand on m'émeut, c'est quand on m'énerve. Grégoire. Mais tu es lent à t'émouvoir. Donc là, on voit que Grégoire, il cherche Samson. Il le taquine. Samson. Un chien de la maison de Montaigu m'excite. Grégoire, qui est excité, remue. Pour être vaillant, il faut tenir ferme. Par conséquent, si tu es excité, tu lâches pied. Samson. Un chien de cette maison-là m'excite à tenir ferme. Je suis décidé à prendre le haut du pavé sur tous les Montaigu, hommes ou femmes. Grégoire. Cela prouve que tu n'es qu'un faible drôle. Les faibles s'appuient toujours au mur. Samson. C'est vrai. Et voilà pourquoi les femmes, étant les vases les plus faibles, sont toujours adossées au mur. Aussi, quand j'aurai affaire aux Montaigu, je repousserai les hommes du mur et j'y adosserai les femmes. Donc on voit quand même la misogynie de Shakespeare ici. Grégoire. La querelle ne regarde que nos maîtres et nous, leurs hommes. Samson. N'importe, je veux agir en tyran. Quand je me serai battu avec les hommes, je serai cruel avec les femmes. Il n'y aura plus de vierges. Donc là, on voit quand même que le viol, ça faisait partie des possibilités que se donnaient les combattants. C'était un crime de guerre en fait. Donc la condition de la femme, déjà, du temps de Shakespeare, elle était vraiment inquiétante, puisque la femme, elle est considérée comme faible, elle est considérée comme un vase, donc on peut la violer et ça peut être une récompense en fait pour les soldats et aussi un moyen d'éradiquer la lignée, puisque les bâtards qui vont naître des viols ne sont pas dignes de porter le nom de la famille qui a perdu. Grégoire.
Tu feras donc sauter toute leur tête, Samson, ou tout leur pucelage. Comprends la chose comme tu voudras. Grégoire, celles-là comprendront la chose qui la sentiront. Donc, on voit qu'ils n'hésitent pas quand même à recourir à la torture, hein, puisque le viol, c'est une forme de torture. Samson, je la leur ferai sentir tant que je pourrai tenir ferme. Donc là, on a une petite métaphore sexuelle quand même. Et l'on sait que je possède une jolie pièce de viande. Hein, voilà. Grégoire, heureusement que tu n'es pas un poisson, sinon ta jolie pièce ressemblerait plutôt à un goujon. Sors ton outil, en voilà deux de la maison de Montaigu. Ils dégainent, donc bien sûr, ils dégainent leurs épées, mais quand il lui dit sors ton outil, c'est bien sûr à comprendre à double sens. C'est un peu comme le jeu qui c'est qui a la plus grosse, hein, bien sûr. Et donc, encore une fois, une métaphore sexuelle du pénis. Entre Abraham et Balthazar, Samson. Voici mon épée nue, cherche leur querelle, je serai derrière toi. Grégoire, oui, tu te tiendras derrière pour mieux déguerpir. Samson, ne crains rien de moi, Grégoire. De toi, non, morbleu. Samson, mettons la loi de notre côté et laissons-les commencer. Grégoire, je vais froncer le sourcil en passant près d'eux et qu'ils le prennent comme ils le voudront. Samson, c'est-à-dire comme ils l'oseront. Je vais mordre mon pouce en les regardant et ce sera une disgrâce pour eux s'ils le supportent. Abraham à Samson. Est-ce à notre intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Samson. Je mords mon pouce, monsieur. Abraham. Est-ce à notre intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Samson. Bas à Grégoire. La loi est-elle de notre côté si je dis oui? Grégoire bas à Samson. Non. Samson haut à Abraham. Non, monsieur, ce n'est pas à votre intention que je mords mon pouce, monsieur, mais je mords mon pouce, monsieur. Donc là, on a vraiment un dialogue de sourds qui est là uniquement pour la provocation. Grégoire à Abraham. Cherchez-vous une querelle, monsieur? Donc, évidemment, oui. Abraham. Une querelle, monsieur? Non, monsieur. Samson, si vous en cherchez une, monsieur, je suis votre homme. Je sers un maître aussi bon que le vôtre. Abraham. Mais pas meilleur. Samson. Soit, monsieur. Entre au fond du théâtre Benvolio, puis à distance derrière lui Tybalt. Grégoire à Samson. Dis meilleur. Voici un parent de notre maître. Samson à Abraham. Si fait, monsieur. Meilleur. Abraham, vous en avez menti. Samson. Dégainez si vous êtes homme. Tous se mettent en garde. Grégoire, souviens-toi de ta maîtresse botte. Donc c'est-à-dire ton meilleur coup. Benvolio s'avançant la rapière au poing. Donc la rapière c'est une épée. Séparez-vous, imbécile. Rengainez vos épées. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il rabat les armes des valets. Tybalt s'élançant l'épée nue derrière Benvolio. Quoi? L'épée à la main parmi ces marauds sans cœur? Tourne-toi, Benvolio, et fais face à ta mort. Benvolio à Tybalt. Je ne veux ici que maintenir la paix. Rengaine ton épée ou emploie-la comme moi à séparer ces hommes. Tybalt. Quoi, l'épée à la main? Tu parles de paix? Ce mot je le hais comme je hais l'enfer. Tous les Montaigu et toi. À toi, lâche. Tous se battent. D'autres partisans des deux maisons arrivent et se joignent à la mêlée. Alors arrivent des citoyens armés de bâtons. Premier citoyen. À l'œuvre des bâtons, les piques, les pertuisanes. Frappez, écrasez-les, à bas les Montaigu, à bas les Capulet. Entre Capulet en robe de chambre et Lady Capulet. Donc on voit que c'est l'arrivée du Seigneur qui va mettre fin à cette querelle entre valets. Donc on voit à quel point ils en imposent aussi. Capulet, quel est ce bruit? Oh là, qu'on me donne ma grande épée. Lady Capulet, non, une béquille, une béquille. Pourquoi demander une épée? Donc là, sa femme, elle lui dit qu'il est trop vieux pour se battre. Donc encore une fois, c'est amusant. Capulet, mon épée, dis-je. Le vieux Montaigu arrive et brandit sa rapière en me narguant. Donc évidemment, c'est une question d'honneur. Il a beau être vieux et peut-être avoir besoin d'une béquille, il ne peut pas s'opposer à l'autre vieux de la famille adverse sans son épée et il ne peut pas non plus ne pas se battre. C'est une question d'honneur. Entre Montaigu, l'épée à la main, et Lady Montaigu. Montaigu, à toi, misérable Capulet, ne me retenez pas, lâchez-moi, Lady Montaigu. Le retenant, tu ne feras pas un seul pas vers ton ennemi. Entre le prince Escalus avec sa suite. Le prince, sujet rebelle, ennemi de la paix, profanateur qui souillait cet acier par un fratricide. Est-ce qu'on ne m'entend pas? Oh là, vous tous, hommes ou brutes, qui éteignez la flamme de votre rage pernicieuse dans les flots de pourpre échappés de vos veines sous peine de torture, obéissez, que vos mains sanglantes jettent à terre ces épées trempées dans le crime, et écoutez la sentence de votre prince irrité. Tous les combattants s'arrêtent.
3 querelles civiles, nées d'une parole en l'air, ont déjà troublé le repos de nos rues, par ta faute, vieux Capulet, et par la tienne, Montaigu. 3 fois les anciens de Vérone, dépouillant le vêtement grave qui leur sied, ont dû saisir de leurs vieilles mains leurs vieilles pertuisanes, gangrénées par la rouille, pour séparer vos haines gangrénées. Si jamais vous troublez encore nos rues, votre vie paiera le dommage fait à la paix. Pour cette fois, que tous se retirent. Vous, Capulet, venez avec moi, et vous, Montaigu, vous vous rendrez cet après-midi pour connaître notre décision ultérieure sur cette affaire au vieux château de Villafranca, siège ordinaire de notre justice. Encore une fois, sous peine de mort, que tous se séparent. Tous sortent, excepté Montaigu, Lady Montaigu et Benvolio. Montaigu, qui donc a réveillé cette ancienne querelle? Parlez, neveu, étiez-vous là quand les choses ont commencé? Benvolio, les jambes de votre adversaire et les vôtres se battaient ici à outrance quand je suis arrivé. J'ai dégainé pour les séparer. À l'instant même est survenu le fougueux Tybalt, l'épée haute, vociférant ses défis à mon oreille, en même temps qu'il agitait sa lame autour de sa tête et pourfendait l'air qui narguait son impuissance par un sifflement. Tandis que nous échangeons les coups et les estocades, sont arrivés des deux côtés de nouveaux partisans qui ont combattu jusqu'à ce que le prince soit venu les séparer. Donc on voit que c'est un portrait élogieux qui est fait ici de Tybalt. Donc il est belliqueux, il aime se battre, il est vaillant et donc il n'hésite pas à agiter son épée pour faire peur à l'adversaire, même si évidemment Benvolio, qui est son adversaire, essaye de le dénigrer. Le spectateur comprend malgré tout qu'on a affaire à un personnage vraiment vigoureux en la personne de Tybalt. Lady Montaigu. Oh, où est donc Roméo? L'avez-vous vu aujourd'hui? Je suis bien aise qu'il n'ait pas été dans cette bagarre. Donc le personnage principal de la pièce, Roméo, est présenté d'abord par le portrait qu'en font les autres personnages. Benvolio. Madame, 1 heure avant que le soleil sacré perçât la vitre d'or de l'Orient, mon esprit agité m'a entraîné à sortir. Tout en marchant dans le bois de sycomore qui s'étend à l'ouest de la ville, j'ai vu votre fils qui s'y promenait déjà. Je me suis dirigée vers lui, mais à mon aspect, il s'est dérobé dans les profondeurs du bois. Donc là, on a vraiment un aspect romantique qui est mis en avant pour ce personnage de Roméo qui aime se promener seul dans les bois pour méditer. Donc c'est vraiment, on voit que Shakespeare, c'est un précurseur du romantisme en Europe. Pour moi, jugeant de ses émotions par les miennes, qui ne sont jamais aussi absorbantes que quand elles sont solitaires, j'ai suivi ma fantaisie sans poursuivre la sienne et j'ai évité volontiers qui me fuyait si volontiers. Donc, on comprend pourquoi Benvolio, c'est le meilleur ami de Roméo, puisqu'ils sont pareils, ils ont tous les deux ce côté romantique, solitaire et ténébreux. Montaigu. Voilà bien des matinées qu'on l'a vu, là, augmenter de ses larmes la fraîche rosée du matin, et à force de soupirs, ajouter des nuages aux nuages. Mais aussitôt que le vivifiant soleil commence, dans le plus lointain Orient, à tirer les rideaux ombres du lit de l'aurore, vite mon fils, accablé, fuit la lumière. Il rentre, s'emprisonne dans sa chambre, ferme ses fenêtres, tire le verrou sur le beau jour et se fait une nuit artificielle. Ah, cette humeur sombre lui sera fatale si de bons conseils n'en dissipent la cause. Donc là, on voit vraiment que le personnage de Roméo, il est ténébreux. Et donc, on comprend que l'histoire d'amour qui va suivre ne pourra pas bien se passer. Benvolio. Cette cause la connaissez-vous, mon noble oncle? Montaigu. Je ne la connais pas, et je n'ai pu l'apprendre de lui. Benvolio. Avez-vous insisté près de lui suffisamment? Montaigu. J'ai insisté moi-même, ainsi que beaucoup de mes amis, mais il est le seul conseiller de ses passions. Il est l'unique confident de lui-même, confident peu sage peut-être, mais aussi secret, aussi impénétrable, aussi fermé à la recherche et à l'examen que le bouton qui est rongé par un ver jaloux avant de pouvoir épanouir à l'air ses pétales embaumés et offrir sa beauté au soleil. Si seulement nous pouvions savoir d'où lui viennent ces douleurs, nous serions aussi empressés pour les guérir que pour les connaître. Roméo paraît à distance. Benvolio, tenez, le voici qui vient. Éloignez-vous, je vous prie, ou je connaîtrai ses peines, ou je serai bien des fois refusé. Montaigu. Puisses-tu, en restant, être assez heureux pour entendre une confession complète? Allons, madame, partons. Sortent Montaigu et Lady Montaigu. Benvolio. Bonne matinée, cousin. Roméo. Le jour est-il si jeune encore? Benvolio. 9 heures viennent de sonner. Roméo. Oh, que les heures tristes semblent longues. Donc, on voit que Roméo, il utilise le champ lexical du malheur, de la dépression, de la tristesse.
pour parler bien sûr de son état amoureux. N'est-ce pas mon père qui vient de partir si vite? Benvolio, c'est lui-même. Quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo? Roméo, la tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégerait. Benvolio, amoureux? Roméo, éperdu. Benvolio, d'amour? Roméo, des dédains de celle que j'aime. Benvolio, hélas, faut-il que l'amour, si doux en apparence, soit si tyrannique et si cruel à l'épreuve? Roméo, hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but? Où dînerons-nous? Oh mon Dieu, quel était ce tapage? Mais non, ne me le dis pas, car je sais tout. Ici on a beaucoup à faire avec la haine, mais plus encore avec l'amour. Amour, ô tumultueux amour, ô amoureuse haine, ô tout créé de rien, ô lourde légèreté, vanité sérieuse, informe chaos de ravissantes visions, plume de plomb, lumineuse fumée, feu glacé, santé maladive. Donc on voit là une grande énumération de problèmes liés à l'amour. Sommeil toujours éveillé, qui n'est pas ce qu'il est. Voilà l'amour que je sens, et je n'y sens pas d'amour. Tu ris, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une vision très pessimiste de l'amour que nous donne ici Roméo, et une vision romantique qui sera donc reprise par les romantiques du 19e siècle. Benvolio. Non, cousin, je pleurerai plutôt. Roméo, bonne âme, et de quoi? Benvolio, de voir ta bonne âme si accablée. Donc on voit que Benvolio c'est un véritable ami et qu'il va risquer sa vie pour Roméo. Roméo, oui, tel est l'effet de la sympathie. Donc la sympathie, ça veut dire souffrir avec l'autre. La douleur ne pesait qu'à mon cœur, et tu veux l'étendre sous la pression de la tienne. Cette affection que tu me montres ajoute une peine de plus à l'excès de mes peines. L'amour est une fumée de soupirs, dégagée, c'est une flamme qui étincelle aux yeux des amants. Comprimée, c'est une mer qu'alimentent leurs larmes. Qu'est-ce encore? La folle la plus raisonnable, une suffocante amertume, une vivifiante douceur. Au revoir mon cousin, il va pour sortir. Benvolio. Doucement, je vais vous accompagner. Vous me faites injure en me quittant ainsi. Roméo. Je suis perdu moi-même. Je ne suis plus ici. Ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs. Benvolio. Dites-moi sérieusement qui vous aimez. Roméo. Sérieusement? Roméo ne peut le dire qu'avec des sanglots. Benvolio. Avec des sanglots? Non, dites-le moi sérieusement. Roméo. Dis donc à un malade de faire sérieusement son testament. Ah, ta demande s'adresse mal à qui est si mal. Sérieusement, cousin, j'aime une femme. Benvolio, en le devinant, j'avais touché juste. Roméo, excellent tireur. J'ajoute qu'elle est d'une éclatante beauté. Benvolio, plus le but est éclatant, beau cousin, plus il est facile à atteindre. Roméo, ce trait-là frappe à côté, car elle est hors d'atteinte des flèches de Cupidon. Elle a le caractère de Diane, armée d'une chasteté à toute épreuve, elle vit à l'abri de l'arc enfantin de l'amour, elle ne se laisse pas assiéger en termes amoureux, elle se dérobe au choc des regards provoquants et ferme son giron, alors qui séduirait une sainte. Oh, elle est riche en beauté, misérable seulement en ce que ses beaux trésors doivent mourir avec elle. Donc ici, il nous dresse un portrait idéalisé de la femme aimée, qui n'est pas encore Juliette, et c'est pour ça qu'on va voir que finalement Roméo il est amoureux de l'amour, puisque finalement il est assez inconstant. Là pour l'instant il en aime une autre, et après il va mourir pour Juliette, donc ça c'est un peu ambigu, et ça a valu beaucoup de critiques à Shakespeare à son époque. Et on voit quand même qu'il y a une dimension autobiographique, puisque Shakespeare c'était un grand amoureux aussi. Benvolio, elle a donc juré de vivre toujours chaste? Roméo, elle l'a juré, et cette réserve produit une perte immense. En affamant une telle beauté par ses rigueurs, elle en déshérite toute la postérité. Elle est trop belle, trop sage, trop sagement belle, car elle mérite le ciel en faisant mon désespoir. Elle a juré de n'aimer jamais, et ce serment me tue en me laissant vivre, puisque c'est un vivant qui te parle. Benvolio, suis mon conseil, cesse de penser à elle. Roméo, oh, apprends-moi comment je puis cesser de penser. Benvolio, en rendant la liberté à tes yeux, examine d'autres beautés. Donc on voit qu'ici, Benvolio, il est de bon conseil, puisqu'il lui dit, tu aimes une femme qui ne veut pas de toi, essaye de regarder les autres, essaye d'en aimer une autre, et ce conseil va fonctionner, même s'il va entraîner la perte de Roméo et de Juliette. Roméo, ce serait le moyen de rehausser encore ses grâces exquises, donc il pense qu'aucune autre femme n'est aussi belle que celle qu'il aime actuellement.
Les bienheureux masques qui baisent le front des belles ne servent par leur noirceur qu'à nous rappeler la blancheur qu'ils cachent. L'homme frappé de cécité ne saurait oublier le précieux trésor qu'il a perdu avec la vue. Montre-moi la plus charmante maîtresse, que sera pour moi sa beauté, sinon une page où je pourrais lire le nom d'une beauté plus charmante encore. Adieu, tu ne saurais m'apprendre à oublier. Là vraiment, Roméo y croit qu'il n'aimera jamais personne d'autre. Benvolio, j'achèterai ce secret-là, dussé-je mourir insolvable. Ils sortent, donc il est prêt à payer le prix le plus fort pour avoir cette réponse.